Mesdames et messieurs, au plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information. Tout de suite les titres du journal. Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne, n'a pas répondu à l'invitation du président Alpha Condé ce vendredi au Palais Sécrétariat, une rencontre au cours de laquelle devrait être évoquée la situation sociopolitique du pays et les conditions posées par l'opposition pour prendre part au dialogue. Les échos, c'est dans cette édition d'information avec notre reporter Aboubakar Sidikimana. L'ICE Guinée a organisé une rencontre ce vendredi au ministère des Mines et de la Géologie. Elle a essentiellement porté sur le compte-rendu des activités réalisées au cours de ces deux derniers mois. Et puis Yaya Khan, directeur des opérations à la CENI, a été inhumé ce vendredi au cimetière de Kaloum après la prière de 14 heures. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui fait la une de l'actualité d'aujourd'hui. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en début de journal, le chef de file de l'opposition guinéenne a décliné l'invitation du président Alpha Condé qui était prévue ce vendredi au Palais Sécrétariat, rencontre qui devrait permettre aux deux hommes de parler de la situation socio-politique du pays et de statuer sur les trois conditions posées par l'opposition pour prendre part au dialogue. La raison évoquée par Cellou Dalein Diallo, la solidarité aux victimes des exactions commises jeudi dans la haute banlieue de Conakry et qui ont entraîné la mort d'un militant de l'UFDG. Aboubakar Sidikimane nous fait le point. Suite aux incidents survenus jeudi entre les manifestants de l'opposition et les forces de l'ordre qui se sont soldés par un mort, des blessés et des dégâts matériels importants dans la banlieue de Conakry, le chef de file de l'opposition guinéenne, en guise de soutien, a décliné l'invitation du président Alpha Condé pour sortir de cette impasse politique, cela après concertation avec son bureau national et ses frères de l'opposition républicaine. Face à ce contexte marqué par la douleur, la frustration et même l'humiliation, j'ai estimé que la rencontre avec M. le Président de la République n'aurait pas été productive dans ce contexte-là et qu'il fallait consacrer quelques jours à porter notre deuil, à marquer notre solidarité avec les victimes de ces exactions arbitraires avant de rencontrer le Président. Le chef de file de l'opposition se sent indigné vu le comportement des forces de l'ordre jeudi à son domicile. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée estime qu'il faut un cadre propice pour la rencontre avec le président Alpha Condé. C'est très difficile d'avoir la sérénité parce que nous sommes frustrés. Vous êtes séquestrés, votre famille est séquestrée, et dans les mêmes conditions. C'est difficile d'avoir la sérénité nécessaire à rendre bénéfique cette rencontre qui avait suscité beaucoup d'espoir. Parlant du contre-manifestant présent à son domicile jeudi et qui a bénéficié de l'aide de la gendarmerie pour prendre la fuite, le président de l'UFDG précise. Il y a aussi ces infiltrations qui sont faites et la preuve a été donnée hier parce que lorsqu'on l'a interpellé avec le couteau qui s'approchait de moi, et très rapidement les gendarmes sont intervenus pour le récupérer et le libérer parce qu'il est un de leurs agents au sein justement du groupe. À travers cette rencontre, Cellou Dalein Diallo aurait démontré que l'opposition est soucieuse de la paix, dixit Baïdi Haribou, des propos que le chef de file qualifie de mal incompréhension. Je pense que c'est une incompréhension, un malentendu interne. J'ai discuté avec le leader de son parti, et Baïdi n'est plus leader d'un parti, il est membre d'un parti qui est dirigé par M. Sidia Touré, avec lequel je me suis concerté pour prendre la décision. La rencontre de ce vendredi 7 mai 2015 était capitale selon certains spécialistes de la vie politique guinéenne. Mais les populations devront patienter encore avant de voir Cellou Dalein Diallo et le président Alpha Condé dialoguer pour une sortie de crise. Cette décision du chef de file de l'opposition de ne pas prendre la rencontre avec le président Alpha Condé divise les populations guinéennes. La rencontre qui suscitait de l'espoir s'est transformée en désespoir. Une décision de Cellou Dalein Diallo perçue différemment aujourd'hui par les citoyens. Suivez quelques-uns au micro de Mariam Diallo. Je pense que c'est important ce que le chef de file de l'opposition vient de faire. C'est un acte que nous remercions. On a félicité le chef de file de l'opposition. Nous savons maintenant qu'il s'occupe vraiment de ses militants. Cette décision de chef de file de l'opposition est une décision qui va à l'encontre de sa base. Et au moment qu'il y a ces militants qui sont
couchés dans des hôpitaux, qui sont blessés, qui sont morts, et que lui, il est là devant les caméras, devant les photos, et en train de sourire et rire avec la personne qui est en train de le massacrer, ses militants. Donc ça sera vraiment désolant si ça se faisait comme ça. La décision de M. Cellou Dalein Diallo, je crois que c'est mal fait, c'est mal tombé, sa décision, parce que à l'allure où nous sommes comme ça, en réalité, il doit réellement pas refuser l'appel du président de la République. Bon, c'est une histoire manquée, c'est un rendez-vous manqué, mais malheureusement, c'est avec beaucoup de regrets que vraiment j'ai appris tard la nuit d'une radio internationale que la Cellou Dalein Diallo a décliné l'offre. Je n'approuve pas cette décision parce que aujourd'hui, et l'opposition et la mouvance demandent le dialogue. Le Fonds monétaire international a rendu public jeudi la 6e revue du programme économique et financier de la Guinée. Ceci après avoir passé 2 semaines de travaux intenses avec les cadres du ministère de l'économie et des finances, puis ceux de la Banque centrale de la République de Guinée. La FMI a félicité le gouvernement guinéen pour son engagement à maîtriser le cadre macroéconomique, la maîtrise budgétaire et de l'inflation. Bernard Koundoné nous en dit plus. Après 2 semaines d'activité, le Fonds monétaire international a rendu public la 6e revue du programme économique et financier de la Guinée. Dans son rapport, le FMI reconnaît le ralentissement de l'économie guinéenne au cours de l'année 2014 dû à la présence de l'épidémie à virus Ebola. L'institution souligne aussi l'effort fourni par les autorités dans le cadre de la maîtrise budgétaire. En 2014, la Guinée a été frappée par l'épidémie Ebola qui a fait de nombreuses victimes et infligé un lourd tribut à l'économie. En conséquence, la croissance économique a ralenti à 1,1%, en dépit d'une solide croissance de la production agricole. La stabilité macroéconomique a été maintenue grâce aux politiques économiques saines du gouvernement et aidée par un soutien international accru pour lutter contre l'épidémie Ebola. Le FMI félicite le gouvernement guinéen de l'adoption du projet de loi sur les entreprises publiques lui permettant de contrôler son économie. Par ailleurs, le FMI prévoit une gestion difficile de l'économie par le gouvernement au cours de l'année 2015. Cette année 2015 sera également difficile pour l'économie guinéenne du fait de l'épidémie Ebola qui n'est toujours pas entièrement sous contrôle. Quant à la gestion des produits pétroliers, la mission encourage les autorités à l'application du principe de flexibilité à la pompe. La mission encourage les autorités à appliquer le mécanisme de flexibilité des prix des produits pétroliers à la pompe et à prendre des mesures d'amélioration des recettes fiscales pour compenser partiellement l'impact de l'épidémie Ebola. Le ministre de l'économie et des finances, qui a présidé la cérémonie, a de son côté remercié et félicité le FMI pour son soutien à l'économie guinéenne. Nous sommes très heureux de constater que le gouvernement maintient le cap qui nous permet justement d'avoir des revues concluantes avec le Fonds monétaire international. La revue du programme économique et financier s'effectue chaque 6 mois. Elle permet de vérifier si les accords entre la Guinée et le FMI se déroulent comme convenu. Autre facette de l'actualité, après un mois d'activité en Guinée, en Afrique, l'Ité-Guinée a tenu ce vendredi sa réunion statutaire au ministère des Mines de la Géologie. La rencontre a essentiellement porté sur les comptes rendus des activités réalisées au cours des mois de mars et avril. Les membres du comité de pilotage de l'Ité membres ont également envisagé les possibilités de publication de quelques décisions de leur institution dans le journal officiel de la République. Benoît Marsila était de la partie sans compte rendu. La réunion de ce vendredi a tout d'abord porté sur l'adoption du procès verbal de la dernière rencontre tenue le 20 février. Ensuite, le compte-rendu des différentes missions effectuées à Kindia, à Dakar, à Kinshasa et à Brazzaville au Congo. À Dakar, le comité de pilotage de l'Ité-Guinée a pris part à l'atelier régional des organisations de la société civile de la CEDEAO sur le cadre législatif et réglementaire minier. À la rencontre régionale des coordinateurs nationaux de l'Ité et responsables de communication tenue du 13 au 17 avril à Kinshasa et à la 29e session du conseil d'administration de l'Ité international à Brazzaville. Un autre atelier avait conduit les membres du comité de pilotage et secrétariat exécutif
exécutif à Kindia pour le renforcement de leur capacité à mieux élaborer et exécuter les plans d'action. Un atelier de promesses tenu par l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée. C'est d'ailleurs à cela que s'engagent les membres du comité de pilotage pour relancer ce dialogue avec nos partenaires au développement afin qu'ils puissent apporter tout le soutien qu'il faut à l'ITIE Guinée pour permettre à cette institution de jouer le rôle qu'il doit jouer sur le circuit national. Bien que ces différents ateliers ont permis aux membres de l'ITIE Guinée d'acquérir de nouvelles connaissances, à mieux gérer l'institution, le comité de pilotage reste toujours confronté au manque de 750 000 $ de son budget annuel. Le gap n'est pas comblé, on est en train. Je pense que déjà avec la GIZ, nous allons pouvoir faire quelques activités qui vont financer. Et nous sommes en contact également avec le PACSEM dans le cadre de la Banque mondiale pour pouvoir continuer à financer certaines de nos activités. Et le reste, comme le ministre délégué du budget a dit, le reste sera financé par l'État guinéen. L'ITIE Guinée démarche donc pour relancer le dialogue avec les bailleurs et le gouvernement guinéen afin de combler le gap. L'humanité a célébré ce vendredi la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, une occasion pour cette organisation internationale de diagnostiquer les efforts consentis dans l'assistance aux personnes en détresse, mais également le respect des conventions de Genève et du droit humanitaire international. Commentaire, Lansana Traoré. Cette 66e célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur le thème « Mon histoire Croix-Rouge » représente la continuité de 7 principes fondamentaux qui continuent d'avoir un impact dans les valeurs et missions humanitaires du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 50 ans après sa création, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge pérennisent les principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité, d'indépendance, de volontariat, d'unité, d'universalité, qui guident toujours les décisions et les actions du mouvement, quels que soient les défis humanitaires auxquels il est confronté. Ces principes garantissent l'accès aux communautés vulnérables et permettent de venir en aide à des dizaines de milliers de personnes par le biais de programmes de santé, d'assistance, de vaccination, de premiers secours, d'hygiène, d'assainissement. Environ 17 millions de volontaires dévoués partagent chaque jour ces principes au sein de 189 sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge à travers toute la planète. Le choix du 8 mai pour la journée mondiale de la Croix-Rouge est dû à l'anniversaire de la naissance d'Henri Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale et des conventions de Genève. Cette organisation est créée à Solferino, dans la province de Montou, au nord de l'État, et en diffusant son éthique de tolérance et de dialogue, contribue à la prévention des conflits et des tensions. Autre registre dans cette édition d'information, inauguration ce vendredi de la mosquée centrale de Tombolia dans la commune de Matoto. Plusieurs personnalités y ont pris part, notamment le président de la République et l'ambassadeur de la paix. Oufali Guilavoye, reportage. C'est une mosquée flambant neuve avec une capacité d'accueil de plus de 2000 places. Elle a été financée en partie par le président de la République il y a quelques mois. Certaines bonnes volontés, notamment l'ambassadeur de la paix, a aussi contribué à la construction de cette maison de Dieu qui a fait 14 ans en chantier. Reçu en grande pompe par les fidèles, le président de la République a procédé à la coupure du cordon inaugural avant de s'acquitter de son devoir religieux. La paix, l'unité nationale et la tolérance sont entre autres les messages du sermon de ce vendredi saint. Le premier imam de la grande mosquée Faisal a demandé aux fidèles et aux communes de l'État de faire de la quiétude leur chemin d'assaut pour que règne l'entente entre les Guinéens. Les bénéficiaires, eux, n'ont pas tari d'éloges à l'endroit des personnes de bonne volonté qui ont bien voulu, disent-ils, construire cette mosquée. L'ambassadeur de la paix a été un porte-bonheur pour la mosquée. Une semaine seulement après son passage, après son don immense à la mosquée, le chef de l'État nous a rendu visite. C'est ce qui a donné le résultat que vous voyez. Nous sommes animés par un sentiment de réjouissance. Cette mosquée est inaugurée par le président à un moment où il est à couteau tiré avec son opposition. La situation inquiète l'ambassadeur de la paix. Et là, Djeriba Diaby a encore remué le couteau dans la plaie. Ce sont eux qui ont bâti ces pays. Ce sont des grands cadres.
C'est eux qui ont fait tous les tests de loi dans notre pays. Nous sommes piégés entre des groupes. Et cette façon-là, comment nous pouvons vivre normalement dans notre pays pendant que nous sommes là, on ne sait pas ce qui va arriver demain matin. Pour le président de la Fondation Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale, il est temps et grand temps de prendre le taureau par les cornes avant qu'il ne soit tard. Cette élection, nous le voulons dans la paix, dans l'amour, dans la transparence pour que chaque Guinéen se vive dans son pays sans être discriminé. Nous ne voulons plus que ce pays soit comme le Rwanda, que ce pays soit comme le Libéria, que ce pays soit comme la Guinée-Bissau. Nous n'avons pas besoin. S'il vous plaît, mes chers frères, vous qui nous regardez en ce moment, vous êtes tous musulmans, vous êtes tous croyants, vous les hommes politiques, vous vous donnez la main pour que notre pays puisse sortir de cette grave crise. Des satisfaits ont été remis aux hôtes de marque qui ont imploré la grâce divine pour que règne la paix en Guinée. Après la cérémonie, le président Alpha Condé s'est offert un bain de fou. Les fidèles et autres habitants de Tombolia se sont massés aux alentours de la mosquée, applaudissant et plébiscitant le chef de l'État. Pendant cette cérémonie, l'ambassadeur de la paix s'est prononcé pour la première fois sur le conflit qui existe entre les fidèles musulmans dans la sous-préfecture de Tamba à propos de la construction d'une mosquée. L'ambassadeur de la paix est au micro de notre reporter, Moufali Guilawidi. Ce qui se passe à Touba, c'est dans mon village, ce n'est pas des communautés qui se battent à Touba. C'est une situation en famille. Et nous demandons les autorités, c'est à eux de trouver la solution à ces problèmes de Touba. Touba est une région qui fait partie de nos régions qui sont réputées être islamiques. C'est une berceau de l'islam. Nous, les Diakanké, c'est notre fierté d'être un enfant de Touba. Aujourd'hui, si nous voyons que Touba est en train d'enflammer à cause de construction des mosquées, à cause de construction des mosquées, alors nous demandons à nos pères, nous demandons à nos frères, à tous les Diakanké, on se dit qu'on se donne la main, c'est nous qui doit donner l'exemple aux autres. Parce qu'on dit, allez Touba pour faire le Fidaou, allez Touba pour faire le Douaou. Alors nous qui doit donner l'exemple pour dire que si nous allons bénir le pays. Si nous-mêmes nous détruisons ce que nous avons fait dans notre ville, alors là c'est grave. Alors je demande à tous mes frères Diakanké de se donner la main pour que le foyer de tension qui est à Touba soit aplané et que les gens de Touba puissent vraiment se donner la main pour que l'islam puisse vivre dans la paix. Cette cérémonie a bien eu lieu dans la sous-préfecture de Touba. La lutte contre Ebola dans les écoles ou encore l'intoxication des élèves par les fausses rumeurs sur cette épidémie, voilà la tâche à laquelle se livre l'illuminé Sidiki Touré, astrologue de profession. Il était ce vendredi au groupe scolaire Saint-Joseph de Clény, une rencontre qui a permis aux élèves de cette école de croire à l'existence d'Ebola. Manian Kondé nous en dit davantage. Est-ce que ce sont les cadres de l'État guinéen et nos médecins traitants qui ont envoyé Ebola au Libéria, en Sierra Leone ou encore en République démocratique du Congo en 1976? Question repère de l'illuminé Sidiki Touré pour chasser la désinformation sur Ebola au niveau des écoles guinéennes. Cette intoxication qui a empêché le démarrage normal des cours en février dernier constitue selon lui un frein aux efforts de lutte contre Ebola dans le pays. On a menti à tort sur le gouvernement et la Croix-Rouge, que le gouvernement et la Croix-Rouge veulent tuer la population. C'est ce qui fait les problèmes. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'on vient dire aux enfants à l'école que la Croix-Rouge vient pour les tuer à tort. Vous avez entendu le témoignage des enfants. Après des heures de sensibilisation sur la maladie, une leçon a été retenue par les élèves. Se laver les mains à l'eau et au savon, sans oublier l'oxyde de chlore, puis déclarer très tôt Ebola à nos médecins. Une satisfaction pour les encadreurs du groupe scolaire Saint-Joseph de Clény. Avec son apport, cette conférence, ça permet quand même à nos élèves, qui sont des enfants, à qui on raconte beaucoup de choses, de croire que Ebola existe et que Ebola n'a pas été importé par l'État guinéen ou la Croix-Rouge.
Cette journée de sensibilisation, qui devrait se poursuivre dans d'autres écoles du pays, a été une occasion pour l'initiateur, l'illuminé Sidiki Touré, de faire la promotion de 3 ouvrages pour les élèves, mais aussi pour la Guinée, dont il est l'auteur. Ce premier livre, qui paraîtra très bientôt, Inch'Allah, traite le sujet suivant: la numérologie, c'est-à-dire les vertus métaphysiques des nombres, l'astrologie et la psychotechnique. Surtout la psychotechnique qui manque à l'Afrique en général et à la Guinée en particulier. C'est grâce à la psychotechnique scientifique qu'on peut faire l'organisation et la sélection professionnelle, choisir les gens qu'il faut pour les postes qu'il faut. Ici, c'est les 25 ans d'inflation monétaire en Guinée de 1966 à 2011. Vous avez la biennale historique de l'indépendance de la République de Guinée, pour que les enfants sachent tout sur leur pays. Toujours la lutte contre Ebola, le renforcement de l'implication communautaire contenue après les chefs de quartier des communes de Matoto et Ratma. Ceux de Matam et Dixine ont aussi bénéficié de motos pour leur permettre de sillonner les quartiers à travers les unités opérationnelles déjà mises en place. Ben Omar Silla. C'est toujours dans le cadre de la mobilisation sociale et l'engagement communautaire dans la lutte contre Ebola que ces motos sont remises aux chefs de quartier. Une initiative de l'ONG Zéro Pauvre en Afrique à travers l'UNICEF pour permettre aux responsables des quartiers de sillonner leur localité afin d'avoir une réponse coordonnée de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. À ce jour, des unités opérationnelles mises en place dans les quartiers travaillent en harmonie avec les responsables des quartiers sur le diagnostic local. Les unités opérationnelles sont en quelque sorte la continuité de la coordination communale de riposte contre Ebola. Elles coordonnent en quelque sorte toutes les activités qui se passent au niveau du quartier, planifient les acteurs sur le terrain, apportent leur soutien à leurs acteurs. Mais au-delà de ce travail d'appui, ils font des travaux de mobilisation communautaire, de diagnostic communautaire. Par exemple, on est en train de voir maintenant, dans certains quartiers, identifier des personnes qui font les lavages des corps, parce qu'on a compris que si ce sont les gens de la Croix-Rouge qui viennent, les envoyer des jeunes manipuler leur corps, ça irrite la population. Donc ça nous permet d'identifier des gens et le partenaire le plus approprié pourra les renforcer leurs capacités en matière d'enterrement sécurisé et digne, et ce qui peut réduire les réticences au niveau des quartiers, les incidents de sécurité. 24 motos ont été mises à la disposition de la commune de Matam et 22 pour Dixine qui désormais remotivent les chefs de quartier et les unités opérationnelles dans leur combat contre Ebola. La moto que j'ai eue comme ça, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour tout le quartier. Donc j'ai les émissaires envoyés par-ci par-là. Je remets à quelqu'un pour aller nous représenter ou aussi chercher quelque chose. Ils iront là-bas pour le bien-être du quartier. Vraiment, ces motos, ça nous aide à faciliter nos communications, nos sensibilisations sur le terrain. Cette démarche inclusive et participative est pour l'ONG Zéro Pauvre en Afrique et l'UNICEF une meilleure façon d'éradiquer l'épidémie d'Ebola en Guinée. Un mot de sport dans cette édition d'information. Le vice-capitaine du Sili national Ibrahima Traoré vole à nouveau au secours de la population guinéenne. Le joueur vient de faire un don de chaises roulantes aux handicapés. La remise a eu lieu ce vendredi au Musée national de Sandarvalia. Pierre Fatia Yawara nous en dit davantage. Ce sont 11 chaises roulantes que l'international guinéen Ibrahima Traoré a offert aux handicapés. En l'espace de 2 mois, c'est son deuxième geste humanitaire. A noter qu'au lendemain de la qualification du Sili national, le vice-capitaine du Sili avait offert sa prime de qualification à la coordination nationale de lutte contre Ebola. Cette fois, ce sont des handicapés qui bénéficient de sa charité. Le représentant du joueur salue le geste, appelle d'autres joueurs à suivre l'exemple. Ibrahima Traoré a encore une fois de plus pensé à la Guinée, cette fois-ci aux handicapés. Et il a fait venir un certain nombre de chaises roulantes pour ces handicapés. Vous avez dû constater tout à l'heure une d'entre elles s'est même blessée quand elle se déplaçait pour venir se rendre ici. C'est pour vous dire dans quelles conditions ces personnes-là aujourd'hui vivent. Et c'est le lieu de dire merci à ce patriote qui pense à la Guinée et aux Guinéens. Et également demander aux autres footballeurs, aux autres personnes de bonne volonté qui ont des moyens d'emboîter le pas de Ibrahima Traoré.
Les bénéficiaires satisfaits de ce geste remercient le donateur et ont prié pour lui. Je suis très heureux. Je suis très heureux dans la mesure où je suis ému et que je ne pensais pas que des gens pouvaient penser à nous en nous offrant de tels équipements pour nous faciliter notre vie. Je suis très heureux et je le remercie. Je prie. Nous tous, nous prions pour que Dieu l'accorde sa grâce. L'ancien international guinéen Abdul Karim Bangoura Akabi est candidat aux prochaines élections à la tête de la FEGIFOOT. C'est en août prochain. Akabi, comme l'appellent les intimes, affiche ainsi sa volonté d'apporter son expertise pour une source du football de son pays. À l'occasion d'une conférence de presse qu'il a organisée ce vendredi dans un réceptif hôtelier de la place, le candidat a fait savoir les projets qu'il entend réaliser une fois élu. Abdraman Ba. Il a marqué d'une tâche indélébile ses plus belles pages du football guinéen. Cette fois, il entend laisser ses empreintes dans le développement à la base de cette discipline. Abdul Karim Bangoura Akabi officialise à l'occasion de cette conférence de presse sa candidature pour les élections à la Fédération guinéenne de football prévue en août 2015. Cet homme, au passé modeste, ambitionne dans son projet des stages de remise à niveau des joueurs, entraîneurs et autres corps intervenant dans cette discipline pour une meilleure connaissance de ce jeu. Prioritairement, il sera élaboré une politique de développement du football pour systématiser la formation des encadreurs spécialisés pour le football des jeunes, des arbitres, des journalistes, des médecins, afin de créer et de respecter la pyramide. À l'issue, il s'agira de permettre au plus grand nombre de jeunes pratiquants d'être pris dans un système de formation qui permettra aux apprenants de recevoir une formation scientifique dans l'apprentissage du jeu. Et ce n'est pas tout. Abdul Karim Bangoura annonce également le recrutement des pépinières pour assurer constamment la relève de l'équipe senior. Pour nous éviter désormais des ruptures entre les générations de footballeurs, nous allons créer progressivement des stages par âge pour constituer une pépinière permanente pour le haut niveau. Pour permettre également à notre élite d'être au même niveau que certains joueurs du continent, nous procéderons à un renforcement du niveau des compétitions internes. Veiller à la bonne gestion de la subvention de la FIFA et la relance du foot féminin font aussi partie de ce qu'il entend améliorer. Mais pour y arriver, il demande un soutien à sa candidature, surtout par ses anciens collègues. Je m'adresse à mes frères avec qui j'ai mouillé le maillot, avec qui j'ai partagé joie et peine. Notre place n'est pas à la retraite, mais bien à l'action et au développement du football de notre pays. Je vous exhorte donc à faire de ma candidature votre affaire. Abdul Karim Bangoura Akabi sera porté candidat par le club Santoba FC à cette élection. Les votants sont entre autres les clubs et les ligues. Abdul Karim Bangoura Akabi pourra compter sur l'appui de certains de ses collègues. Anciens footballeurs Titi Camara et Abdul Salamso ont indiqué qu'ils seront disponibles pour lui. Suivez. Nous allons être un très bon conseiller Abdou, pour ne pas non plus qu'il fasse des erreurs. Et comme il a un plan de travail donc pour le football guinéen, là-dessus nous allons l'accompagner. Comme c'est un battant et il ne va rien lâcher, nous allons l'accompagner pour le bien du football guinéen, bien sûr. J'espère que le programme qui va donner aux membres statutaires qui réfléchissent, qui lisent ce programme, parce que tout va se jouer dans la salle. Nous espérons, nous croisons le doigt pour lui et j'espère qu'il ira jusqu'au bout. Et nous le soutenons en tant qu'ancien coéquipier et nous souhaitons bonne chance et surtout qu'il puisse réussir pour aider le football guinéen pour la télé. Page noire pour boucler cette édition d'information et je vous le disais aussi en tête de chapitre. Yaya Kane, directeur des opérations à la CENI, a rejoint sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Cameroun. La dépouille mortelle de Yaya Kane a été exposée au Palais du Peuple où collaborateurs, parents, amis et membres du gouvernement lui ont rendu un dernier hommage. Le récit de la cérémonie funèbre avec notre reporter Maurice Sidibé rendu par Alpha Marbari.
Cette exposition de la dépouille mortelle de Yahya Khan, directeur des opérations à la CENI, a mobilisé les membres du gouvernement, des institutions républicaines, les partis politiques, les représentants de la société civile et les partenaires techniques et financiers. Né le 20 mai 1951 à Kaolack, au Sénégal, Yahya Khan a introduit pour la première fois en Guinée le fichier électronique en 1993. Accepte ici, à titre posthume, que l'on t'attribue le titre très honorifique du père du fichier électronique guinéen. Aux yeux des partenaires techniques, Yahya Khan était un homme exemplaire et un véritable serviteur de son pays. Son sens élevé de la responsabilité et son expertise en matière électorale ont fait de lui un serviteur infatigable de la République au service du consensus national. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a tout d'abord présenté les condoléances du gouvernement avant de témoigner sur l'illustre disparu. Je l'ai connu en tant que technicien qui tous les jours côtoyait les membres de la CENI, qui venaient nous prodiguer des conseils, qui était même notre conseiller technique. La lecture d'un poème sur la mémoire de Yahya Khan a été l'un des moments pathétiques de cette cérémonie. Quelle perte pour la patrie! Un icône de l'informatique s'est éteint. Un éminent expert qui a atteint les cimes de la perfection. C'est une grosse perte pour la CENI et pour le pays. Parce que Khan, son engagement pour les autres était énorme. Il ne travaillait que pour le pays. Il n'avait le souci que pour ce pays. Le directeur des opérations à la CENI, Yahya Khan, a rejoint sa dernière demeure à l'âge de 64 ans. Il laisse derrière lui 2 garçons et une fille. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. À tous, merci de l'attention et prenez soin de vous-même et des autres.